Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo qui sera sûrement courte étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur cette histoire, vu que ça parle d'un couple qui s'est perdu en pleine mer. Et cette histoire, donc qui est bien réelle, a inspiré Chris Cantis à réaliser Open Water, qui est un thriller américain sorti en 2003. Donc si vous voulez connaître la véritable histoire qui a inspiré ce film, regardez la suite de la vidéo. Thomas Joseph Lonergan, 33 ans, et Eileen Lonergan, 28 ans, étaient un couple d'Américains de Baton Rouge en Louisiane. Il me semble qu'ils se sont rencontrés à l'université de la Louisiane et se sont mariés en 1988 au Texas. Tom était un ingénieur pour la Air Force et Eileen était professeur. Ils étaient vraiment décrits comme idéaux et fous amoureux l'un de l'autre. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble, surtout des activités en plein air comme le camping, la randonnée et même la plongée. Et c'est en 1992 qu'ils décident de vraiment tout plaquer pour réaliser le rêve de Eileen qui était celui de pouvoir donner des cours aux enfants défavorisés. Et ils sont partis avec l'organisation humanitaire Peace Corps aux îles Fidji et à Tuvalu ou Tuvalu. Et ils vivaient avec vraiment peu de moyens là-bas parce qu'ils vivaient sans électricité, sans téléphone. La nourriture et le courrier venaient toutes les 6 semaines. Et là-bas, ils ont eu la chance de faire de la plongée sous-marine. D'ailleurs, ils étaient vraiment passionnés par ça. C'est Eileen qui a transmis sa passion à Tom. Et à eux deux, ils cumulaient plus de 160 heures de plongée sous-marine. D'ailleurs, aux îles Fidji, ils ont eu la chance de pouvoir nager à côté de baleines. Je répète, de baleines. Déjà, les voir, ça doit être fou, mais en plus de nager à côté, j'imagine même pas. Enfin, moi, je pense pas que j'aurais pu le faire parce que j'aurais eu peur, mais ça doit être vraiment très très impressionnant. Et après avoir passé 3 ans là-bas, ils ont décidé de partir à Hawaï pour que Tom puisse étudier la biologie marine. Donc Eileen, je sais pas ce qu'elle comptait faire là-bas, peut-être prof. Et je crois qu'ils sont partis parce qu'ils en avaient peut-être marre de rester au même endroit. J'ai vraiment l'impression que c'était un couple qui voulait vraiment faire le plus de choses possible, voyager, découvrir beaucoup de choses. Et bon, en même temps, Hawaï, ça a pas l'air nul du tout, hein, on est d'accord. Mais avant ça, ils ont voulu faire un tour du monde en 3 mois. Et leur premier stop, c'était le Queensland en Australie pour avoir la chance de plonger dans la Grande Barrière de Corail qui est le plus grand système de récifs coralliens du monde. C'est pourquoi le 15 janvier 1995, ils ont décidé de partir faire de la plongée, sauf qu'à ce moment-là, il y avait une grande tempête tropicale et ça les a empêchés de partir. Enfin, je crois qu'ils ont essayé de partir, mais c'était bien trop dangereux pour ça. Et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient rester plus longtemps pour que ça se calme et qu'ils puissent faire de la plongée dans de meilleures conditions. Le dimanche 25 janvier, soit 10 jours après, ils partent enfin faire de la plongée sous-marine en groupe avec la société MV Outer Edge et ils partent vers 8h30. Il y avait 26 passagers à bord dont 9 étaient plongeurs certifiés, 11 étaient étudiants en plongée et 6 étaient simplement des touristes. Le bateau s'arrêtait sur 3 sites différents et à chaque fois, Eileen et Tom arrivaient entre 10 et 15 minutes en retard parce qu'ils partaient toujours de leur côté. Je pense que c'est parce qu'ils étaient déjà expérimentés qu'ils n'avaient pas besoin de le faire en groupe et ils voulaient sûrement aussi le faire que eux deux. Et vu qu'ils avaient du retard, j'imagine que ça a quand même un peu énervé l'équipage, ce qui est normal parce qu'ils avaient sûrement un horaire à respecter. Et le dernier arrêt se situe à 40 km au large de la côte nord-est de l'Australie dans le récif de Saint-Crispin. Il est alors 14h20, là les passagers enfilent leur combinaison, plongent. Eileen et Tom partent encore de leur côté. Donc bon là tout le monde fait sa petite plongée, ils s'amusent, tatata. Ils remontent et ils partent à 15h20, mais sans Eileen et Tom. Et le bateau arrive à bord, toujours personne n'est inquiété, les passagers montent dans le bus qui devait les emmener à l'hôtel et la seule personne qui s'inquiétait c'est le conducteur de bus qui devait ramener les passagers à leur hôtel. Il les a cherchés dans les cafés, dans les magasins, etc. mais personne ne les avait vus. Il a donc appelé l'agence que MV Outer Edge. Je crois qu'ils lui ont répondu qu'ils avaient eu du retard et qu'ils allaient se débrouiller pour rentrer. Et là, accrochez-vous bien, leur disparition ne sera remarquée que 2 jours après. On parle pas de minutes, d'heures, non, on parle de jours. Et je sais vraiment pas comment c'est possible d'oublier des gens comme ça en pleine mer.
Enfin, je sais pas comment ils ont compté, mais c'est juste pas possible. Encore t'en oublies une, enfin même ça c'est très grave, hein, je dis pas le contraire. Mais en oublier deux, dans ma tête, ça c'est pas possible. Et le lendemain, alors qu'il n'était, je le rappelle, toujours pas considéré comme disparu, il y a eu deux bateaux différents qui ont fait le même parcours, dont un italien et l'autre c'était le MV Outer Edge, donc la même compagnie qu'a utilisé Tom et Aileen. Et le comble de l'histoire, c'est que le MV Outer Edge, ils ont retrouvé 6 plombs pour la plongée qui était au fond de l'océan. Ils n'ont pas fait le rapprochement entre le couple et ils se sont juste dit que ça devait appartenir à Pierre-Paul Jacques qui les avait fait tomber et que c'était juste du bonus pour eux à rapporter dans sur leur bateau. Et vous vous demandez sûrement comment ils ont fait pour découvrir leur disparition après 2 jours. Eh bien c'est le skipper ou le chef de bord en français il me semble, donc Geoffrey Nairn, qui a découvert le sac de Tom dans la boîte à objets perdus. Et en fait il y avait son passeport, le portefeuille, les lunettes, etc. Donc c'est le genre de choses que tu peux pas oublier. Enfin tu peux l'oublier sur le moment, mais quand tu as besoin, surtout dans un autre pays, de passeport, d'argent, de lunettes, etc., tu l'oublies peut-être l'espace d'une heure, voire 2 heures, mais 2 jours, c'est impossible. Tu peux pas partir sans ça et ne pas t'en rendre compte au bout d'un moment. Donc là, ça lui a fait tilt. Il a appelé en panique son collègue, il lui a dit « Je suis inquiet, je crois qu'on a laissé 2 plongeurs dans le récif ». Et là, il appelle l'hôtel pour savoir si le couple était rentré ou non, et l'hôtel lui a répondu qu'il n'était jamais rentré de l'excursion. Il a paniqué et je crois que c'est vers 20h15 qu'il a appelé la police. Les équipes de sauvetage aérien et maritime passeront près de 3 jours à chercher, mais malheureusement ils ne trouveront rien. Et le 5 février, donc je crois plus ou moins 10 jours après, on a retrouvé le dispositif de flottaison de Tom, donc avec son nom. C'est l'espèce de gilet utilisé pour permettre aux plongeurs de flotter à un certain niveau de profondeur. Il sera retrouvé à 65 km de l'endroit où ils ont disparu. Une semaine après, une combinaison pour femmes de la taille d'Aileen sera retrouvée échouée dans le nord du Queensland à 80 km de là. Cette combinaison avait des déchirures le long de la fesse et de l'aisselle, ce qui aurait pu être le résultat d'un contact avec le corail. Par la suite, on retrouvera leur équipement de plongée échoué le long de la plage de Port Douglas à environ 121 km de là. Dans l'équipement, on retrouvera un gilet de sauvetage portant le nom de Aileen Lonergan, une cagoule de plongée, leur réservoir d'air comprimé, une caméra de plongée et une des palmes d'Aileen. D'ailleurs, le gilet de sauvetage était lui aussi intact, donc on pense qu'elle l'a volontairement enlevé parce que sinon il y aurait eu des marques de, je sais pas, de déchirure ou autre, de morsure peut-être. Et une ardoise de plongée, donc une ardoise qu'on utilise sous l'eau, sera retrouvée et on pourra y lire dessus. Lundi 26 janvier 1998, 8h. À n'importe qui peut nous aider. Nous avons été abandonnés sur Aging Court Reef par le MV Outer Edge le 25 janvier 1998 à 15h. S'il vous plaît, aidez-nous. Sauvez-nous avant de mourir. Aidez-nous. Et pour finir, en 2003, on retrouvera une nageoire portant le nom de Lonergan dans les environs de Cooktown. Le 1er avril 1998, les parents de Aileen vont organiser une cérémonie commémorative à Saint-Crispin et vont jeter des fleurs là où ils ont disparu parce qu'ils savaient pertinemment que malheureusement, ils n'allaient jamais les retrouver. Et on n'a pas vraiment de preuves sur ce qui s'est passé, on a quelques preuves, mais même là, je trouve que ça laisse vraiment une très très grande part de mystère et ça a mené à plusieurs hypothèses. Donc il y en a qui sont beaucoup plus plausibles que d'autres comme d'habitude. C'est vrai que quand c'est une mort mystérieuse, je trouve que ça laisse place à plein d'hypothèses et des fois elles sont quand même assez loufoques. Et la première hypothèse, c'est qu'il se serait fait manger par des requins-tigres. Donc Ben Kropp, un plongeur australien expérimenté, pense qu'ils sont remontés à la surface. Au début, ils ont attendu que le bateau revienne, mais là, le soleil s'est couché. Ils ont donc décidé de rejoindre le rivage à la nage. Et vu que leur équipement était bien trop lourd, ils les ont tout simplement enlevés. Et qu'entre-temps, ils se sont fait manger par des requins. Ce qui pourrait expliquer la déchirure sur la combinaison de Tom. Et à ce qui paraît, ces requins sont très prudents quand ils attaquent. Au début, ils tournent vraiment pas mal de temps autour de leur proie et après, ils attaquent. Mais moi, j'y crois moyen parce que, en fait, je comprends pas comment Tom, il se serait fait mordre la jambe, il aurait enlevé sa combinaison et les requins l'auraient mangé après. Enfin, je pense qu'une fois que le requin commence à t'attaquer, sachant qu'il y en avait peut-être plusieurs,
on n'aurait même pas retrouvé sa combinaison en fait, parce que le requin il va pas prendre le temps de t'enlever la combinaison pour te manger. Ou soit en fait il aurait enlevé sa combinaison avant que les requins le mordent et puis on aurait retrouvé sa combinaison intacte. Dites-moi si ce que je dis c'est cohérent ou si vous comprenez la même chose que moi ou si vous pensez la même chose que moi. Et il y a une hypothèse beaucoup plus sombre qui serait celle du meurtre-suicide. Donc il y en a beaucoup qui pensent ça, notamment parce que Tom et Eileen tenaient des journaux et à ce qui paraît, Tom était assez déprimé. On a même pu lire dans son journal que sa mère était très triste qu'il tourne le dos à sa foi catholique pour s'enfuir avec Eileen. Ça a peut-être dû encore plus accentuer sa dépression, parce que c'est vrai que quand tu te mets tes parents à dos, c'est jamais joyeux. Et sa dépression a commencé plus ou moins 6 mois avant le drame. On a pu lire dans son journal: comme un étudiant qui a terminé un examen, je sens que ma vie est terminée et que je suis prêt à mourir. Pour autant que je sache, à partir de là, ma vie ne peut qu'empirer. Il a atteint un sommet et ça va empirer d'ici mes funérailles. Et c'est à partir de ce passage-là qu'on a commencé à remarquer qu'il écrivait des choses de plus en plus sombres. En plus, 2 semaines avant le drame, Eileen a écrit à son tour: Tom espère mourir d'une mort rapide et douloureuse. Et il espère que cela arrivera bientôt. Tom n'est pas suicidaire, mais il a un souhait de mort qui pourrait le conduire à ce qu'il désire et je pourrais me laisser prendre. Par contre, je me demande ce qu'elle a voulu dire par me laisser prendre. Je sais pas du tout si elle a voulu dire qu'elle avait peur d'avoir au final les mêmes idées que lui au bout d'un moment, ou si elle avait peur qu'il lui fasse peut-être du mal ou qu'il la contraigne à faire un suicide avec lui. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, pour le coup je sais pas du tout quoi en penser. Elle a aussi un peu décrit leur relation qui était devenue un peu malsaine et elle a écrit: nos vies sont tellement entrelacées maintenant et nous sommes à peine 2 individus. Je suis toujours Eileen, mais je suis principalement Eileen et Tom. Il est principalement Tom et Eileen. Où nous sommes maintenant va au-delà de la dépendance, au-delà de l'amour. C'est vrai qu'en lisant ça on se pose des questions. Après, je me dis que même si c'était un meurtre ou un suicide ou un meurtre-suicide ou ce que vous voulez, dans tous les cas, la faute c'est celle de l'équipage qui a mal compté. Donc même si eux voulaient rester dans l'eau pour X raisons, l'équipage aurait dû faire quelque chose. Donc même là, c'est de la faute de l'équipage en fait. En plus, on pense que c'est Tom qui a écrit sur l'ardoise, donc s'il avait vraiment envie de se suicider ou de commettre un meurtre, je pense pas qu'il aurait écrit ce message de désespoir et en plus il aurait pas laissé de traces d'eux parce que son but c'était vraiment de disparaître. Donc déjà là c'est pas cohérent. Et tristement, l'un des derniers écrits de Tom sera: je me souviens chaque jour de ma dette envers ma belle épouse fidèle et dévouée Eileen, avec qui Dieu m'a bénie alors que nous quittons une vie et que nous commençons la transition habituellement difficile vers la suivante. Je me sens obligée d'exprimer verbalement mon engagement profondément enraciné envers elle du plus profond de mon cœur, en raison de l'immense richesse de plaisir qu'elle m'a procuré depuis notre rencontre, ainsi que tout le malaise et l'angoisse qu'elle a soulagé. Je donne en retour, et ça s'est arrêté là. Donc on ne saura jamais ce qu'il a voulu lui donner, mais après c'est vrai que je vois pas... j'ai pas l'impression que ce soit les mots de quelqu'un qui a envie de se suicider ou commettre un meurtre-suicide. Après c'est vrai que... ça aurait pu en quelque sorte être un message d'adieu et son cadeau ça aurait pu être la mort. Bon après ça reste qu'une hypothèse, je pense pas réellement que ce soit ça mais c'est juste quelque chose que je me suis dit à un moment. De toute façon les parents ont contesté cette hypothèse en disant que tous les extraits avaient été sortis un peu de leur contexte, ce qui est fort probable. Il y a aussi l'hypothèse du pseudocide ou mort simulée, donc c'est un mot que je connaissais pas du tout, c'est en gros quand tu simules ta mort. Vous avez compris. Et en fait, tous les deux auraient simulé leur mort. Ils se seraient mis d'accord avec le skipper, donc le chef de bord, pour les laisser volontairement dans l'eau, pour qu'ensuite un bateau vienne les récupérer et qu'ils puissent toucher l'assurance vie. D'ailleurs, ils détestaient tous les deux leur travail. Il y a même Tom qui a écrit sur son journal qu'il en avait assez de jeter des perles devant les portes, et Eileen a noté qu'elle n'aimait pas ses élèves et qu'elle détestait enseigner. Et ce que certaines personnes trouvent bizarre, c'est qu'à 6 km de là où ils étaient, il y avait une espèce de plateforme flottante qui était facilement visible, et à 6 km de là encore où ils étaient, il y avait un bateau. Donc on se demande comment ça se fait qu'il n'ait pas nagé jusque-là. De toute façon, cette hypothèse tombe à l'eau étant donné que les comptes bancaires sont toujours inactifs à ce jour et personne n'a réclamé l'assurance vie. Et une hypothèse suggère qu'ils auraient survécu. Cole Mackenzie, un représentant de l'industrie de la plongée, a suggéré qu'ils ont plongé trop longtemps et que le bateau les a quittés parce qu'ils ne sont pas revenus à l'heure.
Même ça, c'est un peu limite. Hein. Ils pensent qu'ils ont nagé jusqu'au ponton d'Agen Court Reef et que là, ils se seraient dit « On ne veut pas rentrer à la maison, nous pouvons disparaître et commencer une nouvelle vie. » Personnellement, je n'y crois pas vraiment. Je me dis que tu peux pas vouloir changer de vie sur un coup de tête comme ça, sachant que tu as tes amis, ta famille derrière. Et même si c'était le cas, avec quel argent? Du moins sur un coup de tête, parce que si tu veux recommencer une nouvelle vie, tu prends les sous pour te faire la fausse carte d'identité et tous les faux papiers qui vont avec. Là, tu te retrouves en pleine mer, tu te dis tiens, bah, je vais recommencer ma vie sans argent. Donc même si tu veux une fausse carte d'identité, tu fais comment? Donc pour moi, c'est pas du tout... c'est pas logique par rapport à ça. Après, on sait jamais, mais quoi qu'ils auraient pu être sur une île déserte peut-être, mais même là, ça m'étonne un peu. Il y a une hypothèse qui revient quand même assez souvent quand ça parle de disparition mystérieuse, du moins pour les adultes, c'est celle de la CIA. Je sais pas, j'ai l'impression que mystère rime avec CIA ou espionnage ou je sais pas quoi, mais bon, je vous la raconte quand même parce qu'on sait jamais, tout est possible. Vous vous souvenez de cette fameuse ardoise qu'on a retrouvée échouée sur la rive? Eh bien, à ce qui paraît, l'ardoise n'aurait jamais pu flotter jusqu'à la terre et elle aurait dû couler. Ils ont carrément fait une démonstration à la télé pour montrer que ça aurait dû couler et certains pensent qu'on l'a mis là intentionnellement pour qu'on la découvre et qu'on se dise que ils sont morts en mer. Et qui aurait pu faire ça? La CIA. Aileen et Tom étaient en fait des agents de la CIA et ils sont tombés sur des documents ou des informations qu'ils n'auraient pas dû voir et du coup ils se sont soit enfuis pour fuir la CIA ou soit ils se sont fait tuer par la CIA. Donc moi j'y crois pas, mais on ne sait jamais encore une fois. Et pour moi l'hypothèse la plus probable c'est celle de la noyade, tout simplement. Ils se sont quand même retrouvés en plein milieu de l'océan tout seuls. Il faisait super chaud, ce qui a sûrement accéléré la déshydratation. En plus, ils étaient à contre-courant. Du coup, même s'ils ont voulu aller au bateau ou à la plateforme flottante, ça aurait été très compliqué. Donc avec le soleil, le fait qu'ils soient un peu paniqués, le fait qu'ils soient en contre-courant et plein d'autres petits trucs, on pense que ça les a fait délirer et qu'ils ont enlevé leur équipement volontairement. Et sans la flottaison qu'il y avait dans leur équipement, les experts pensent qu'ils n'auraient jamais pu tenir longtemps sans se noyer. De toute façon, une chose est sûre, c'est que l'équipage est fautif dans l'histoire, ça c'est indéniable. Mais je me dis aussi que les passagers ont quand même une petite part de responsabilité. Bon, même si c'est pas du tout leur faute, mais ce que je veux dire, c'est que je me dis, ils ont passé quand même une grande partie de la journée avec Tom et Aileen. Et quand ils sont repartis, ils ont même pas remarqué qu'ils n'étaient pas là. Enfin, en général, ça se voit. Bon, c'est pas comme s'ils avaient passé que 20 minutes avec eux. Donc je sais pas, je trouve ça quand même assez bizarre. Après c'est pas de leur faute parce que c'était pas leur job de le faire, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que les passagers auraient pu aussi dire ah bah mon voisin qui était là, bah je le vois pas, etc. Enfin, je sais pas. Et Geoffrey Nern, donc le chef de bord, a été accusé d'homicide involontaire, mais sera déclaré non coupable car le jury pense qu'il n'a pas fait exprès de mal compter ou de les laisser dans l'eau. Et je suis plus ou moins d'accord avec ce choix parce que certes, c'était son rôle de compter ceux qui montaient et ceux qui descendaient, etc. Mais à côté de ça, l'équipage était là, ils auraient pu voir qu'il y avait une anomalie et le signaler. Et même en tant qu'être humain, en fait, c'est totalement normal. Mais à côté de ça, je pense aussi à la famille qui a du mal le vivre parce que l'un de tes proches est mort à cause de la connerie de quelqu'un, excusez-moi du terme, mais c'est ça pour le coup. Et au final, il n'est même pas jugé et ouais, ça doit être quand même assez dur. En ce qui concerne l'entreprise de plongée, donc MV Outer Edge, elle a été condamnée à une amende après avoir plaidé coupable de négligence, ce qui entraînera sa faillite. De toute façon, je pense qu'ils auraient fait faillite au vu des événements parce que personne n'aurait voulu remonter sur leur bateau après ça, ce qui est totalement normal. Et ce drame aura au moins ramené une chose positive, entre gros guillemets, c'est que la réglementation gouvernementale concernant la plongée sous-marine deviendra beaucoup plus stricte en matière de sécurité, surtout au niveau du comptage. Ce qui n'est pas plus mal, de toute façon c'était nécessaire parce que pour faire une faute comme ça c'est que il devait quand même y avoir un certain problème et ça va aussi beaucoup fragiliser l'industrie de la plongée au Queensland et en même temps on comprend pourquoi. Et voilà, c'est tout pour cette histoire. Restez avec moi parce qu'on a la deuxième partie de vidéo, à savoir les fun facts, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette histoire, quelle hypothèse vous pensez est la bonne.
Je serais vraiment contente de vous lire. Et donc maintenant, on passe à la deuxième partie. Les requins utilisés dans le film étaient en fait des requins du récif des Caraïbes et les acteurs portaient des mailles de chaîne sous leur combinaison de plongée pour se protéger. Et bien que personne ne s'est fait mordre pendant le tournage, Blanchard Ryan, donc l'actrice qui joue Suzanne, a été mordue par un barracuda lors du premier jour de tournage. Alors déjà, un barracuda, je ne savais même pas que ça existait dans le monde animal. Je pensais que c'était juste le personnage de l'agence Tourisque. Dites-moi s'il vous plaît que je ne suis pas la seule, je sais que je suis pas la seule, dites-le moi en commentaire. Et le barracuda, c'est un poisson prédateur qui a, on va le dire, de très bonnes dents. D'ailleurs, dans le film, après que Suzanne se soit fait mordre, son mari va lui dire « C'était probablement un barracuda qui voulait voir quel goût tu avais ». Donc je sais pas si c'était déjà dans le script ou c'est un clin d'œil à ce qui s'est passé, mais j'aurais pas été rassurée les prochains jours personnellement. Les deux acteurs principaux ont dû passer plus de 120 heures dans l'eau lors du tournage et j'imagine même pas l'état de leurs mains et toute leur peau toute fripée là, ça devait être assez compliqué. Il n'y a eu aucun effet spécial ou numérique dans le film. Pour filmer les requins, ils ont utilisé des appâts sanglants pour les attirer au bon moment pour créer l'illusion qu'ils s'attaquaient aux acteurs. Le nom de famille des deux personnages principaux, donc à savoir Susan Watkins et Daniel Kittner, n'ont pas été choisis au hasard étant donné que dans Les Dents de la Mer, sorti en 1975, la première victime s'appelle Chrissy Watkins et la seconde victime s'appelle Alex Kittner. Donc c'est un petit clin d'œil à ce film vraiment culte. Et c'est tout pour cette vidéo. Bon, elle était un peu courte mais j'espère quand même que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, vous abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!